Dans ce podcast, je vais vous parler des études de médecine, vous partager un peu mes anecdotes, ce qui m'a permis de réussir en tout cas pour ces études de médecine, le soutien, les petites clés qui nous permettent d'y arriver. On va aussi parler de mon cursus, de mon parcours. Et je crois que ça va être assez intéressant pour les étudiants en médecine surtout. La chirurgie esthétique, fantasme, mythe et réalité. Et si on parlait enfin sans filtre? Bienvenue dans le podcast Derrière le masque. Dans ce podcast, je vous ouvre les portes du bloc opératoire, de mon cabinet et je vous embarque aussi avec moi dans le quotidien d'une maman chirurgienne. Ici, on parle technique, transformation, défis, réalité, passion. Mais pas que, on va aussi parler des galères, des difficultés, des déceptions et tout ça loin des clichés. Vous êtes lycéenne, vous êtes étudiante en médecine, vous êtes femme chirurgienne, vous êtes maman chir, vous êtes pleine d'ambition, pleine d'énergie et vous avez envie de mener tous les combats en même temps. Installez-vous, je vous embarque avec moi dans l'univers mystique, mythique et fascinant de la chirurgie esthétique et dans mon quotidien de maman chirurgienne. Donc pour devenir chirurgien esthétique, il faut faire quelle étude ? Pour devenir chirurgienne esthétique, c'est un peu long. C'est un peu le parcours du combattant. C'est un projet d'une vie. Il faut d'abord faire des études de médecine, obtenir son bac. Alors si possible avec mention, c'est-à-dire que ça aide, mais c'est absolument pas obligatoire. Bon, moi j'ai une mention au bac. Et après, il faut démarrer des études de médecine. Donc en l'occurrence, 7 années d'études de médecine. Puis après, on se spécialise en faisant la chirurgie esthétique. Donc 7 années de plus. Donc ça fait 2 années de chirurgie générale et 4 années de chirurgie plastique. Et puis après, il faut encore faire 2 années de post-clinica. Donc au total, ça fait combien d'années ? Ça fait 13 ans. Ok. Tu as toujours voulu faire médecine et qu'est-ce qui t'a motivé ? J'ai toujours voulu faire médecine, oui. C'était un peu un rêve de petite fille. Je ne savais pas à l'époque que c'était la médecine. En réalité, j'ai toujours aimé dessiner. J'ai toujours été dans la finition, le côté très artistique. C'est toujours quelque chose qui m'a plu quand j'étais petite. Et rapidement, en commençant les études, je me suis dit, OK, c'est ça. Alors au début, je voulais être pédiatre parce que j'aimais beaucoup ce rapport à l'humain, au fait de donner. Ça avait un sens pour moi d'aider, de soigner, d'être toujours. Alors je savais que ça serait un métier dans le relationnel, mais dans le relationnel lié aux personnes qui souffrent ou qui ont besoin de soins ou quelque chose. À l'époque, je n'appelais pas ça médecine. Mais oui, j'ai toujours voulu faire la médecine. Ok. Et est-ce que tu as réussi du premier coup ? Oula, non, je n'ai pas du tout réussi du premier coup. J'ai raté ma première année de médecine. En réalité, comme j'ai passé mon bac à 16 ans parce que j'ai sauté mon CE1, mais je suis arrivée en médecine, j'étais complètement immature, je n'étais pas finie en fait, je n'étais pas terminée. Donc j'ai raté ma première année comme 90% des étudiants en médecine. Et donc du coup, j'ai refait mes études en Belgique. Ok, donc tu as fait tes études en Belgique. Et est-ce que c'est différent du système français ? En Belgique, ça a changé, mais c'était un peu différent. À l'époque, on avait le concours en 3 ans. Donc, on avait une sélection à la fin de la 3e année. Mais en réalité, c'était un peu comme un concours, un contrôle continu. Donc, on va dire que la sélection était plus douce, mais elle était plus rude à la fin parce que quand on n'était pas repris en 3e année, on avait quand même fait 3 ans. Mais c'est à peu près similaire. Et comment ça se passe une journée d'un étudiant en médecine ? Une journée d'un étudiant en médecine, c'est très répétitif. En réalité, c'est boulot, dodo, réveil, pipi, boulot, très peu de dodo, and repeat. C'est la même chose tout le temps. Alors, c'est pas de loisirs, pas de cinéma, pas de resto, c'est aucun hobby. En fait, on rêve médecine, on se couche médecine, on se réveille, on pense qu'à ça toute la journée. Dès qu'on a un petit moment, on révise un cours, on révise un QCM. À chaque fois qu'on a un tout petit temps, on travaille en mangeant. On ne relève pas la tête pour quoi que ce soit, en fait. Quand on passe des moments, souvent on est étudiant, donc on peut bosser pendant qu'on mange, pendant les repas. Mais je connaissais des étudiants qui vivaient chez leurs parents. Mais c'est pareil, on passe à table, les pieds sous la table, on parle à personne. Alors peut-être que certains arrivent à avoir des petits loisirs, mais alors ils sont super forts parce que la médecine, c'est vraiment de l'entraînement à celui qui sera le plus entraîné. C'est de la mémoire, c'est un jeu de mémoire en fait, la médecine, ni plus ni moins. Je pense qu'on peut réussir si on a une très très bonne mémoire.
Et puis après vient la maturité, mais la maturité, c'est quand même assez important aussi. Mais la journée d'un étudiant en médecine, toutes les journées se ressemblent. Et c'est toujours de la performance à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours bosser le plus que la veille encore. Mais c'est omniprésent. On dédie sa vie 24 heures sur 24 à ça. Et le pire, c'est que ça nous paraît normal. En fait, parce qu'on rentre dans un espèce de fonctionnement qui est logique. On ne parle pas à table, mais parce qu'on n'a pas le temps. Et on est tout le temps focus. On fait ses courses et on écoute des cours pendant qu'on fait ses courses. En fait, on ne veut pas perdre une seule minute parce qu'on pense que ça va être hyper important. À juste titre, ça peut être décisif pour la suite. Les études de médecine, ce n'est pas calibré ni programmé pour qu'on puisse tout retenir en 1 an, voire en 2 ans, parce que souvent, on redouble sa première année. Mais ce n'est pas prévu pour que ça rentre, en fait. Il n'y a pas de l'espace dans le cerveau pour que ça rentre en 1 an ou 2 ans. Donc, la seule solution, c'est de remplir un maximum le cerveau et d'optimiser toutes les secondes de la journée. Ok. Qu'est-ce qui t'a paru là, le plus difficile pendant tes études ? Alors, ce qui m'a paru le plus difficile, en fait, il faut se dire que quand on est en médecine, on ne se rend pas compte de la difficulté des études. C'est assez étonnant parce qu'on est dans le truc. Je dirais que ce qui m'a paru le plus difficile, on pense que c'est la durée, parce que c'est 7 ans de médecine, 6 ans de chirurgie, plus 2 ans encore derrière. Mais au final, à chaque fois, on avance. On se rapproche de notre objectif. Ce qui m'a paru le plus dur, je dirais, c'est la façon dont on était traité. Mais je crois qu'avec le recul, on se rend compte que ça faisait partie de notre entraînement. C'est comme si on disait à un coach, tu es dur avec elle, tu lui parles vraiment durement, tu n'es pas toujours sympa. Mais c'était notre entraînement, en fait, cette espèce de résistance à l'effort. C'est l'effort qu'on va devoir fournir aussi quand on sera diplômé, quand on sera spécialiste, parce qu'on n'a pas une vie hyper facile, mais ce n'est pas propre à la médecine. Il y a beaucoup de métiers qui sont difficiles aussi. Mais les sportifs de haut niveau, c'est pas facile, hein. Leur entraînement, évidemment, c'est pas une partie de plaisir non plus. Et je crois que quelque part, on nous façonne, on nous entraîne, on entraîne notre cerveau, mais on nous entraîne aussi à être dur à l'effort. Alors quand on sort de son bac à 16 ans ou même un peu après, on se retrouve déjà dans un environnement où les premières études de médecine sont extrêmement difficiles parce qu'on est dans un amphi, on est tout seul. Moi, j'ai été séparée de ma famille, mais à la limite, c'était pas ça le plus difficile. On n'a pas de vie sociale, on n'a pas de copains, puisque les copains, c'est des concurrents. Bon, on peut quand même avoir des copains, mais c'est un rapport amical un peu différent. Ce qui m'a paru dur, après, petit à petit, c'est la façon dont on était traité. C'était des chefs qui étaient très durs, avec nous. On n'avait aucune excuse, hein. On n'avait pas le droit de se plaindre. On nous traitait mal, en fait, hein. On nous malmenait pas mal. Et ça, c'était vraiment dur, quoi, d'arriver à se dire mais en fait, il le fait pour mon bien. Mais il n'en demeure pas moins que c'était très violent et c'était de la souffrance quand même physique, parce qu'on dort peu, on dort très très peu en médecine, et de la souffrance psychologique. Mais on a tellement notre focus qu'au final, on le fait, en fait, on y va. Et puis, en fait, chaque année a son lot de difficultés. Quand on se rapproche de la fin des études de médecine ou de l'internat, quand on est interne, on a d'autres difficultés. Ce qui nous paraît difficile, c'est de ne pas pouvoir faire. Moi, en tant que chirurgien, jeune interne, je sentais que j'avais envie d'opérer, mais la chirurgie, il faut savoir que c'est beaucoup d'observation et on reproduit nos gestes de nos aînés. C'est de la reproduction, c'est de l'imitation, la chirurgie. C'est pas comme certaines spécialités où c'est très cérébral. Nous, on nous demande surtout d'observer beaucoup. Et ce qui est frustrant, ce qui est dur, c'est de ne pas pouvoir faire, de se dire je vais observer et qu'on me laisse pas faire. C'est hyper boring, en fait. On s'ennuie, on est au bloc, c'est des heures et des heures et on ne peut pas faire, on ne peut pas toucher. Et ça m'a paru difficile. Ouais. Ok. Et donc, c'est quoi qui t'a permis de réussir ? Ce qui m'a permis de réussir, je crois que c'est le soutien. C'est le soutien, l'environnement. En fait, moi, j'ai eu le soutien de mes parents. C'était un soutien indéfectible, hein. Mes parents ont toujours cru en moi. Ils m'ont toujours laissé penser que je pourrais y arriver, enfin que j'allais y arriver. Ça a vraiment été un pilier majeur pour ma réussite. Ce qui m'a permis aussi de réussir, c'est ne jamais rien lâcher. Il faut jamais lâcher, en fait. Il faut se battre et se dire que de toute façon, on va y arriver. Il ne faut pas douter de soi. En fait, si je pouvais transmettre un message aux étudiants, alors peut-être pas la première année, parce qu'on est beaucoup à penser la même chose, et pourtant, il y en a quand même qui ne réussissent pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais je crois que le plus important, c'est de se dire qu'on ne doute pas de soi, on y va.
quel que soit l'état de souffrance, quel que soit... moi, on me disait tout le temps, enfin, mon père, c'était difficile, ah ouais, l'examen était difficile, mais en fait, si c'était difficile pour toi, c'était dur pour tout le monde, en fait. Et donc, il faut pas douter, il faut jamais rien lâcher, il faut y aller tout le temps. C'est vraiment de l'entraînement physique. Et plus on va bosser, et plus on va se sentir à l'aise, et moins on va souffrir du fait d'être dans la souffrance. Et c'est vraiment comme le sportif, et moins on va le sentir passer. Donc, je crois que ce qui m'a permis de réussir, c'est cette volonté, cette conviction que j'allais de toute façon y arriver. Et bien sûr, le soutien des proches, en fait, de mes parents, qui m'ont toujours laissé penser que de toute façon, c'était possible. Tu parles souvent de tes parents, le soutien familial. Ça a été important pour ta réussite ? Ah oui, mais mes parents, ça a été... je crois que je pourrais faire un podcast uniquement sur eux. Alors, je parle de mes parents, mais comme certains pourraient parler d'un frère, d'une sœur, d'un mentor. Mes parents, je suis fille unique déjà à la base. Mes parents ont toujours été très présents dans mon éducation. Alors, j'ai des parents qui sont... je crois que ils méritent qu'on s'attarde un petit peu sur eux parce que je leur dois vraiment tout. J'ai une maman qui est prof au collège et qui m'a toujours enseigné la minutie. J'étais très bonne élève, il fallait faire ses devoirs, etc. Mais j'ai une maman qui est un peu craintive, anxieuse, ma chérie, tu souffres pas trop. J'avais une maman qui me fait encore, qui me passe encore des coups de fil pour savoir pendant mes études ce que j'avais mangé. En fait, ma mère me demandait pas si j'avais bien travaillé, elle me demandait si j'avais bien mangé. J'ai une maman quand même antillaise, donc avec un lien très fort avec dans cette culture-là, on est très très proches. Donc tous les jours, ma mère me demande si j'ai bien mangé, ce que j'ai mangé, ce que j'ai mis dans mon assiette. Ma mère venait pendant mes études de médecine, je vivais dans un foyer de jeunes filles. Ma chambre faisait 9-10 mètres carrés et j'avais ma maman qui vivait sur un matelas par terre. On avait tout juste la place de mettre un matelas entre le lit et l'armoire et ma mère dormait là-dessus ou parfois elle dormait sur une couette par terre. Elle me dit toujours ça me dérange pas de dormir par terre, elle aime bien dormir sur le dur. Mais non, elle devait souffrir quand même. J'ai une mère vomisseuse, donc en fait à chaque examen ma mère vomissait, en fait. Okay. Alors que moi, j'étais stressée. Alors, j'étais stressée à ma façon. J'étais très focus. Il fallait que je sois dans mon truc. Mais ma mère, pour décharger son stress, elle se demandait si j'allais réussir et comment j'allais réussir. Et elle vomissait. Voilà, c'était son truc. Elle était malade, etc. Avant, après, pendant, enfin, voilà. Elle faisait beaucoup de prières aussi. Donc, voilà, ça, c'est ma maman, un peu anxieuse. Est-ce que tu souffres pas trop, ma chérie ? Et mon père... Alors, à l'inverse, c'était plutôt... l'échec n'est pas une option. Pour mon papa, c'est... si c'est dur pour les autres, tu vas y arriver. C'est que c'est dur aussi pour toi, mais ça veut dire que les autres souffrent aussi. Mon père, c'est quelqu'un qui ne se plaint jamais, qui ne se plaint pas de la météo, qui ne se plaint pas de la longueur des études, qui ne se plaint pas du fait qu'il y ait des embouteillages. C'est quelqu'un qui m'a donné cette habitude de ne pas me plaindre. C'est toujours le verre à moitié plein, c'est dur mais on y va. C'est mon père, quand je ramenais un 17 sur 20 au collège ou au lycée, c'est la première chose qu'il me demandait, c'est alors sans prétention, c'était pas de la prétention, c'était pas de la compétition, mais il m'a toujours enseigné ce désir de toujours plus, de l'excellence. Tu as 17 sur 20, ok, très bien, et tu es classé combien ? Je lui dis, ah oui, je suis 2e. Alors quand on est au collège ou au primaire, on aime bien classer comme ça. Et il me disait, mais alors, le premier, il a eu combien ? Donc, il fallait toujours que je sois... si j'avais eu 17, j'aurais pu avoir plus, en fait. Et j'ai toujours été élevée là-dedans, et ça ne m'a pas quittée, en fait. Et ça m'a donné ce désir et ce goût de l'excellence, de toujours vouloir aller plus loin. Donc, avec l'équilibre entre mes deux parents, une mère un peu stressée, angoissée pour sa fille, qui avait peur qu'elle souffre, et mon père, jamais assez de souffrance, toujours vouloir plus, toujours vouloir aller plus loin. En fait, oui, je crois que je parle beaucoup de mes parents et j'en parlerai encore maintenant parce que même à 46 ans, même en étant diplômée, en ayant mon cabinet, ma mère me demande encore comment se passent mes blocs opératoires, mes interventions, si ma chirurgie n'était pas trop difficile, tu as opéré 4 heures, si j'ai pas trop souffert. Et mon père, c'est encore autre chose. Tu as fait une rhinoplastie comme ça, est-ce que tu aurais pu en faire 2 ? Est-ce qu'elle était mieux, ta rhinoplastie, qu'avant ? Ouais, je crois que mes parents, ils méritent, ils méritent ma réussite. En fait, je leur dois vraiment tout. Ok. Et justement,
encore autre question, mais est-ce que tu avais des loisirs à côté? Non, je n'avais pas le loisir, je ne sais pas ce que c'est. Des quoi, j'ai envie de dire. Non, quand on est étudiant en médecine, honnêtement, il y a pas de place pour les loisirs. Alors oui, je dis ça, mais c'était ma façon de fonctionner. Il y a beaucoup d'étudiants qui trouvent au contraire un exutoire dans le fait de faire du sport, de se détendre. Peut-être que moi, j'étais pas assez bonne pour ça. Peut-être que moi, il me fallait toutes mes secondes pour optimiser mon temps d'études, en fait, de révision. Moi, j'étais incapable de me dire je vais m'arrêter 1 heure pour aller courir. J'aurais peut-être dû, hein, d'ailleurs. J'aurais peut-être réussi à médecine du premier coup. Mais non, c'est quand même assez rare, hein. En général, on n'a pas beaucoup de place pour les loisirs. Et alors, c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que tu avais une vie sentimentale ou juste le temps pour ça? Non, c'est possible, hein. Je crois que il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui arrivent à avoir une vie sentimentale. Oui, oui, moi à l'époque, j'avais un petit copain qui s'appelait Raphaël. Je m'en souviens. On bossait ensemble, il faisait médecine aussi, donc on bossait beaucoup ensemble. Donc on n'avait pas tout à fait la même façon de bosser parce que Raphaël était un peu différent, il était un peu plus... et au contraire, lui, il arrivait à trouver son équilibre sur les relations amicales et il travaillait aussi, hein, beaucoup. Mais non, je crois qu'à l'époque, j'ai réussi à trouver mon équilibre parce il faut se dire que quand on arrive en médecine, on a 16, 17 ans. Notre vie amoureuse se fait à ce moment-là comme la plupart des jeunes filles de 16, 17 ans. Donc, au final, nous, on termine les études de médecine et l'internat, on a 30 ans passés. Heureusement qu'on a une vie sentimentale à ce moment-là parce qu'on est des jeunes filles comme les autres. Mais finalement, on choisit un peu ce qu'on a sous la main. Et on a vraiment besoin, je crois, de choisir quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui peut comprendre que non, on ne peut pas aller au cinéma, qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas faire la fête. Alors, on rencontre pas son petit copain en soirée ou en boîte parce que des soirées, moi, typiquement, je n'y allais pas. Mais c'est pas incompatible, mais ça m'a beaucoup aidé le fait qu'on fasse les mêmes études, ça c'est sûr. Ok. Et tu as été diplômée en quelle année? J'ai été diplômée en médecine en 2015 et j'ai été diplômée en chirurgien plastique en 2012. Ok. Alors, et puis comment ça se passe? Tu voulais faire une spécialité et quand l'as-tu choisi? J'ai choisi assez vite ma spécialité. J'ai toujours voulu être chirurgien. La chirurgie, ça c'est arrivé quand même assez vite vers la 2e année de médecine. Je me souviens que j'avais demandé à un ami, Richard, qui est en Guadeloupe. Je revenais pendant mes études de médecine en vacances, puisque au tout début des études de médecine, un peu plus tard, après, on fait des stages d'externat. On est externe pendant nos vacances, on n'a pas de vacances en fait. Et au tout début, les 2-3 premières années de médecine, on a encore des vacances. Donc, je me souviens qu'à chaque fois que je revenais en Guadeloupe, chez mes parents, eh bien, j'ai téléphoné à ce chirurgien et j'ai demandé d'aller au bloc opératoire avec lui pour assister à des interventions. Donc, j'avais 19 ans, hein, 19-20 ans. Et à chaque vacances, j'allais au bloc et j'allais voir ce qu'il faisait. Alors, c'était en chirurgie plastique. Et rapidement, je me suis dit, mais moi, je veux faire la même chose que lui, en fait. Okay. Je veux faire ce qu'il fait, je veux couper là où il coupe, je veux faire la chirurgie. Donc, rapidement, j'ai su que j'allais être chirurgien, que j'allais faire un métier pas intellectuel, enfin, en tout cas, pas une spécialité comme d'autres spécialités qui sont plus intellectuelles, comme la médecine interne. Je savais que moi, j'allais faire quelque chose de manuel, que j'allais faire quelque chose de mes mains et que ça allait être dans le côté artistique et très dans la finition. Donc, oui, rapidement, j'ai su que je voulais être chirurgien. Ok. Et tu as passé un concours? J'ai passé un concours, oui. En Belgique, c'était un peu différent parce qu'on n'a pas le concours d'internat, mais c'est pas plus facile, hein, j'ai envie de dire. Mais j'ai passé 2 concours. J'ai passé, bien sûr, j'ai validé mon diplôme de médecine générale. J'ai passé une fois en première fois le concours de chirurgie que je n'ai pas eu du premier coup. Et j'ai passé le concours d'anesthésie aussi. Et quand j'ai eu ma place en chirurgie, j'ai décliné ma place en anesthésie. Au final, heureusement que je suis devenue chirurgien parce que je crois qu'il me fallait vraiment un métier manuel. Mais oui, j'ai passé 2 concours et après, j'ai repassé une deuxième surspécialité. D'abord la chirurgie générale et après, j'ai repostulé au moment où on bifurque pour les spécialités en chirurgie. J'ai à ce moment-là passé le concours de chirurgie plastique. Et comment s'est déroulé l'internat et tu l'as fait où? Mon internat, je l'ai fait en Belgique et je l'ai fait à Bruxelles et à Londres. Donc, en fait, une fois que j'ai été diplômée en médecine et que j'ai passé le concours de chirurgie,
je suis partie faire une partie de mon internat à Londres. Et puis après, je suis revenue à Bruxelles pour être diplômée. Donc, j'ai commencé mes toutes premières années de chirurgie à Liège, là où j'avais fait ma médecine. Et puis après, je suis partie à Bruxelles. Et juste avant la fin de mon internat, j'ai fait une partie de mon internat à Londres, en Angleterre. Et puis après, je suis revenue. Donc, de ce que j'entends, tu n'as pas fait que de la chirurgie plastique. Non, je n'ai pas fait que la chirurgie plastique. En fait, quand on fait la chirurgie, on a un tronc commun où on fait un petit peu de tout. Donc, mais ça reste dans la chirurgie. Donc, j'ai fait de la chirurgie orthopédique, de la chirurgie cardiaque. C'était hyper difficile, la chirurgie cardiaque. Je pense que j'aurais jamais pu faire ça plus tard. Ça a été mes années les plus difficiles. C'était ma première année. Ensuite, j'ai fait donc de l'orthopédie, de la cardiaque, de la chirurgie digestive. Passionnant. J'ai fait de la chirurgie vasculaire et de la chirurgie de la main. Et à la fin de ton internat, tu as fait quoi? À la fin de mon internat, j'ai fait une année sabbatique. Ok. Donc, je suis partie... j'ai été diplômée et j'ai fait une rencontre sentimentale qui était finalement quelqu'un qui fait encore partie intégrante de ma carrière, hein, qui me conseille encore, donc avec qui j'ai gardé des très bons rapports, mais ça a été un choix quand même qui a bouleversé toute ma vie parce que je crois que j'en avais besoin à ce moment-là. Et j'ai fait une année sabbatique où, en fait, c'était une demi-année. C'était pas tout à fait une année sabbatique. Mais je suis partie, j'ai voyagé. Donc, je suis partie, j'ai visité beaucoup de pays. J'ai eu cette chance. Et je suis revenue après au Pays Basque et je me suis installée. Mais ça rendait mes parents fous parce que... Enfin, l'anecdote, c'est qu'ils se sont dit, mais elle va arrêter en fait la médecine, elle va arrêter la chirurgie. Ça y est, on l'a perdue. En fait, elle est partie. Elle va faire que voyager. Elle va plus jamais être chirurgien. Non, c'était mal me connaître. J'avais vraiment besoin de ça pour couper et pour revenir après. Ok. Et pour finir, est-ce que tu as des anecdotes? Ah oui, j'ai des anecdotes. Moi, je suis phobique des petits animaux. Donc, quand j'étais en médecine, j'ai failli rater un examen. C'était un examen assez important parce que c'était pendant ma première année de médecine. J'avais l'examen de sciences humaines, sciences humaines, je crois qu'on appelait ça. Il y avait une souris dans mon appartement. J'avais mon petit appart, donc à Liège. Il y avait une souris. Et moi, je suis phobique des souris. Et la souris me regardait, je la regardais, elle me regardait. Et en fait, elle était en travers de mon chemin. Et j'avais passé la nuit blanche parce que je l'entendais gratouiller. Et le jour où je devais partir à l'examen, en fait, elle était là dans l'appartement. Et je ne pouvais pas... Donc, je révisais, je ne pouvais pas sortir de mon bureau et marcher vers la porte et partir de l'appartement parce que j'étais tétanisée, parce que j'avais l'impression que la souris allait me sauter dessus. Et l'heure avançait et je ne partais pas en fait. Et l'examen commençait à 8h30, il était 8h10 et je ne partais pas parce que la souris était là et qu'elle me regardait. Alors que la souris n'allait rien me faire, elle avait plus peur que moi. Et donc, j'ai failli rater un examen comme ça. Les autres anecdotes, des anecdotes un peu moins gaies, je me souviens de ces micro-siestes que je faisais au bloc opératoire, dans les services, parce qu'on est fatigué. Hein. Quand on est, c'est peut-être ça qui a été le plus difficile en médecine, c'est qu'on souffre de la fatigue, du manque de sommeil, mais tout le temps. On est tout le temps en grosse dette, hein, mais comme beaucoup d'autres études. Hein, sauf que nous, c'est vraiment l'entraînement qui fait que plus tard, après, aujourd'hui, je dors très peu, mais je suis tellement entraînée. Je faisais donc des micro-siestes dans les toilettes du bloc opératoire. Donc, je m'enfermais, je mettais le timer 12 minutes parce qu'on savait qu'après 12 minutes, notre chef allait nous appeler pour nous demander « Mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais ?» Et donc, je mettais mon timer et j'entendais les gens qui tiraient la chasse et tout ça. Et j'arrivais à dormir 12 minutes, la tête sur la cuvette des toilettes. Mais c'était hyper réparateur. J'avais fait une nuit. Hein, il n'y avait aucun souci avec ça. Je n'étais pas traumatisée de dormir dans les toilettes. C'est juste que ça tapait à la porte. Oui, j'ai d'autres anecdotes. Moi, j'étais une étudiante qui avait une mémoire très, très courte. Donc, typiquement, il y a des examens que j'ai réussi parce que je venais de revoir le chapitre juste avant de rentrer dans la pièce. Moi, j'avais besoin de relire 3 fois. Il fallait que je fasse 3 passages. Donc, si j'avais appris une matière une fois, c'est comme si je ne l'avais pas apprise. Donc, il fallait que je refasse un 2e passage et que je refasse un 3e passage. C'était indispensable pour que je réussisse. Sinon, je ratais. Enfin, j'avais l'impression que je ratais. En tout cas, je ratais pas, mais je faisais du médiocre. Oui, ces petites anecdotes comme ça. Et la dernière anecdote, qui a été très marquante pour ma vie, c'est que je postulais. Donc, j'avais fini la chirurgie générale. Donc, j'allais postuler au concours de chirurgie plastique. C'était un grand couloir qui m'amenait vers mon jury, où il y avait une dizaine de personnes, de chefs, hein, des patrons qu'on connaissait. Hein.
Et ce jour-là, j'étais avec mon papa qui venait de la Guadeloupe, qui m'avait accompagnée. Donc, j'avais le petit tailleur et tout, je m'étais habillée. Et dans ce couloir, il n'y avait que des garçons. Voilà, il y avait plein, déjà on était plein, on devait être une vingtaine à postuler. Donc, des personnes de l'étranger, etc. Ils étaient en costard, cravate et tout. Et mon père m'a demandé, ah ouais, d'accord, quand même, c'est quand même pas rien. Il m'a dit, il y a combien de places, en fait, pour ce concours ? Et je lui ai dit, il y en a une. En réalité, il y en avait une pour tous les 4 ans. Et je lui ai répondu, il n'y a qu'une place. Et il m'a répondu, parfait, on n'a besoin que d'une seule. Et je me souviens de ça, mais c'est vrai, en fait. Finalement, je n'ai pas besoin de 2 places. À quoi ça sert de lui dire, il y a 4 places ? Finalement, j'ai besoin que d'une seule place, moi. Donc, le fait qu'il m'ait dit ça, ça m'a donné le déclic. Et je suis allée chercher la place qu'il y avait. Et je l'ai eue. J'ai été la seule fille à avoir la place, en tout cas pour ces 4 années-là. Mais ouais, ça c'est une anecdote qui m'a marquée. Génial. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Derrière le masque. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et partagez-le à celles et ceux qui pourraient être inspirés. Si vous avez envie de prolonger la discussion, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram, Dr Marival. Pour les avis médicaux, c'est via la préconsultation en ligne www.maconsultationesthétique.com, MCE. Je vous mets le lien en description. Un immense merci à ma partenaire de toujours, Uniskin Biarritz, et à très vite pour une nouvelle plongée au cœur de la chirurgie esthétique.